Mais tout de suite, on va accueillir l'amiral Olivier Lajousse, qui a été marin pendant 38 ans, qui est l'ancien DRH de la Marine nationale, qui a d'ailleurs été élu DRH de l'année en 2012, et qui est auteur de nombreux ouvrages sur le management et notamment sur l'art de diriger. Bonjour Monsieur Lajousse, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet événement. Avant de nous en dire plus sur votre parcours, sur les convictions que vous êtes forgées en matière de management de l'incertitude, vous nous avez proposé de démarrer avec une vidéo qui va nous plonger au sens propre dans l'incertitude de la vie de marin. Oui, parfaitement. Bonjour à toutes et à tous. Je reviens après la vidéo. Merci. Très bien, merci. Alors, cette vidéo nous a plongé dans l'incertitude, je pense, de la vie de marin. Monsieur Lajousse, je vous laisse voilà, partager votre retour sur ce que c'est que l'incertitude et de manager de l'incertitude. Merci beaucoup. À nouveau, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Je ne vais rien vous apprendre, à mon avis, que vous saviez déjà, que vous ne sachiez déjà, mais je vais vous inviter à le revisiter avec les lunettes d'un marin. Et donc, moi, ce que m'a appris ma vie de marin, 17 ans passés à la mer, avec des équipages d'hommes et de femmes au service de la France, comme vous l'êtes, eh bien, c'est que plus il y a de la tempête, plus il faut savoir s'adapter, se concentrer, rester calme, décider, ne pas juger et rassembler. Et donc, c'est le nom que j'ai donné aux 6 balises du chenal que je vais vous proposer de passer les unes après les autres pendant ce petit quart d'heure ensemble et qui va recouper ce qu'a dit Madame la ministre et votre directrice générale, Madame Collin. Vous allez retrouver beaucoup de repères qu'elles ont déjà posés
dans la réflexion de cette journée. La première chose, s'adapter, ben oui, chez nous les marins, on sait que celle qui commande, elle s'appelle la mer. Et c'est toujours elle qui a raison. Quand elle est en colère, elle nous oblige à ralentir l'allure, à aller tout doucement. Vous l'avez vu dans ce film, aussi gros que soit le bateau, on est un fétu de paille au milieu de l'océan et il faut franchir les vagues les unes après les autres en restant en sécurité et en vie. Et donc le bateau et l'allure du bateau est réglée à toute petite allure. Il faut franchir les vagues de face les unes après les autres. Il ne faut surtout pas se mettre en travers, sinon on est roulé comme un galet. Et encore moins croire qu'on sera en sécurité en partant mer de l'arrière, car la mer va très vite, les vagues vont très vite et donc elles vous submergent et vous font couler. Il faut donc faire face et sereinement, calmement passer les vagues les unes après les autres en tenant le bateau en sécurité. Et donc s'adapter, c'est régler. Donc du temps de la marine à voile, on réglait les voiles. Aujourd'hui, on règle l'allure des moteurs. En même temps, on s'assure de l'étanchéité du bateau. De façon assez étonnante, parce que ce n'est pas spontané, plus le bateau est gros, plus il est en danger, parce que, comme vous l'avez vu dans ce film, à cheval sur une vague, il peut casser en deux s'il est mal chargé, tandis qu'un plus petit bateau va faire bouchon, et tel un bouchon, on va passer les vagues les unes après les autres. Il suffit simplement que le bouchon soit bien étanche. Voilà, une fois qu'on a dit ça, si on ramène ça aux organisations d'entreprise, plus une organisation est complexe, plus il faut pouvoir amener chacun à en comprendre le fonctionnement global, mais surtout pouvoir se concentrer ici et maintenant sur ce qu'il a à faire et ce qu'il apporte aux autres. Je dis souvent que toute organisation n'a la force que de son maillon le plus faible, parce qu'une fois qu'un maillon est cassé, eh bien, toute la chaîne est désorganisée. La crise de la Covid-19 nous a rappelé l'importance de gens que peut-être on ne considérait pas assez, qui s'appellent les aides-soignantes, les éboueurs, les livreurs, les hommes et les femmes du ménage. Sur les bateaux, on appelle ça le service général et on sait qu'ils ont un rôle essentiel et que chaque fois qu'ils en doutaient, j'avais pour petite recette d'aller les voir, de faire un tour avec eux et de leur faire comprendre que l'amas de poussière dans un coin de tableau électrique, ça pourrait ne pas apparaître très important, sauf que ça m'était arrivé en début de carrière de marin, un amas de poussière, ça fait un court-circuit, le court-circuit, ça fait un incendie, et l'incendie, ça nous met tous en danger. Et donc, ce qu'il faut faire comprendre à chacun, c'est l'importance de son rôle. Dans un livre intitulé L'argent, Charles Péguy dit « Il n'y a pas de tâche inférieure, il n'y a pas d'être inférieur, ni de supérieur, il y a une chaîne où chacun doit tenir son rôle. La seule chose inférieure, c'est de mal faire ce qu'on a à faire. » Et donc, un manager, un dirigeant, il doit s'assurer que chacun va pouvoir tenir son rôle et sera reconnu dans l'importance de ce rôle. Ne donnez jamais le sentiment à quelqu'un que son rôle est moins important que d'autres, qui a envie d'être considéré comme moins important. Mais ne laissez jamais non plus quelqu'un croire qu'il est plus important, c'est tout aussi dangereux. Chaque maillon compte, et chez nous les militaires, parce qu'au-delà de l'incertitude de la mer, nous avons aussi l'incertitude de la guerre, le comportement de gens qui, sous l'effet de l'émotion de la colère, peuvent faire plein de choses, eh bien il faut, dans ces cas-là, rester très très calme, ne pas donner prise à ces énervements, à la panique. Plus il y a de l'incertitude, plus il y a du doute, plus les gens peuvent potentiellement perdre pied et soit baisser les bras, tout abandonner, soit se mettre très en colère et devenir très violent. Et donc, il ne faut jamais oublier que nous, les humains, nous sommes d'abord et avant tout des boules d'émotions et qu'on ressemble beaucoup plus à la roue des émotions de Plutchik. Vous regarderez Plutchik, qui est un psychologue qui a mis au point cette roue des émotions qui montre comment on peut passer du chagrin à l'infinie tristesse et au suicide, ou de la contrariété à l'infinie colère, la rage et le meurtre. Et donc, un dirigeant, c'est qu'il ne faut jamais encourager les émotions extrêmes parce qu'on ne pilote plus rien à ce moment-là. Et donc, il faut apaiser. Un grand dirigeant, c'est quelqu'un qui apaise et qui aide, du coup, les gens à se concentrer ici et maintenant sur ce que l'on peut faire pour éviter de partir dans des émotions trop fortes qui vont tout fragiliser. Rester calme, c'est essentiel, c'est difficile à faire. Je dis souvent que le premier qui s'énerve a perdu. Mon expérience m'a appris que chaque fois que je me suis énervé, il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver une relation apaisée à moi-même et aux autres, et que surtout j'avais donné une arme fatale aux autres,
en leur montrant où était mon point de faille. Et donc, plus on travaille sur soi et avec ses équipes, parce qu'il ne faut jamais rester seul quand on est dirigeant, il faut toujours avoir une équipe qui vous tirera le bras et qui sera capable de vous dire, fais attention, là tu es en train de t'énerver, fais un petit pas de côté, souffle, repose-toi. D'où la nécessité d'avoir des organisations les plus partageantes possibles. J'ai entendu plusieurs fois dans les 2 interventions précédentes le mot co-construction. Le pire danger, c'est un dirigeant qui s'isole, finit dans sa tour d'ivoire et croit qu'il est le seul à porter le monde. Ça s'appelle le syndrome d'Atlas et les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient irresponsables. Aucun d'entre nous n'est irremplaçable. Pardon. Aucun d'entre nous n'est irremplaçable. Les cimetières en sont pleins, comme je disais. Et donc, plus on met une organisation où on peut à tout moment, par subsidiarité, passer la main, la reprendre, l'échanger, plus on construit les décisions ensemble en enrichissant les regards des uns et des autres pour être sûr de ne pas décider avec une seule facette, eh bien mieux c'est. Et d'où la diversité dont j'ai entendu parler. Enfin, 2 choses importantes, s'interdire de juger. Trop souvent, par nos éducations, nos parcours personnels, on a des jugements à l'emporte-pièce. Là encore, la littérature nous apporte beaucoup de choses et quand Albert Camus, dans La Chute, écrit « J'ai connu le pire », c'est-à-dire le jugement des hommes, il nous donne une clé fondamentale, c'est que chaque fois qu'on juge, on écarte potentiellement ou on se prive de possibilités. Plutôt que de juger, il faut accueillir. Et accueillir, c'est même si la différence peut nous déranger par certains aspects, plus on est capable de l'accueillir, mieux c'est. Pour ça, il faut s'inspirer du Mahatma Gandhi qui, chez nous, les militaires confrontés dans les OPEX, comme on dit, les opérations de guerre, les opérations extérieures, à beaucoup d'émotions et de violence. On sait que si on donne part à ça, on va se mettre à juger. On n'a pas le droit de prendre parti. On n'est ni pour l'un ni pour l'autre. On est là pour rétablir une situation, idéalement la paix. Et donc, il ne faut surtout pas se laisser entraîner dans un jugement ou dans l'autre. Il faut rester neutre. Et pour ça, il faut, comme je le dis, puiser chez Gandhi cette phrase magnifique dont je vous fais cadeau aujourd'hui, parce que moi, elle m'a beaucoup accompagné et aidé dans beaucoup de mes décisions. Personne ne peut me blesser sans ma permission. Personne ne peut me blesser sans ma permission. Plus on est appelé à prendre des décisions importantes, plus il faut avoir cette sagesse, ce calme, savoir faire ses pas de côté et ne jamais prendre au premier degré les comportements, les faits, les gestes, les paroles des uns et des autres qui souvent peuvent apparaître très agressives. Mais si on en fait une affaire personnelle, alors on va perdre pied et on sera déstabilisé. Pour finir, rassembler, c'est le rôle essentiel d'un dirigeant. Dans dans des sociétés où on a beaucoup privilégié l'individu, la personne, où on a mis en avant la liberté individuelle, on a oublié ou potentiellement oublié une chose essentielle, c'est que pour faire communauté, il faut aussi pouvoir regarder dans la même direction, agir ensemble, être dans un même projet. Pour ça, ça veut dire qu'il faut bien équilibrer l'individuel et le collectif. Moi, j'appelle ça le genou, c'est un petit clin d'œil. Je me rappelle que mes genoux, le droit et le gauche, me permettent de danser, surfer, faire du marathon, courir, monter des escaliers. Alors, je les remercie tous les jours parce que grâce à ces 2 articulations, eh ben, je suis un homme libre parce que mobile. Et puis, enfant, je ne l'étais pas jusqu'à ce que j'apprenne à marcher. Et puis, peut-être que dans quelques années, il me faudra à nouveau dépendre d'autres pour me déplacer puisque mes genoux ne fonctionneront pas. Dans l'organisation, dans les administrations, dans les entreprises, genoux, ça s'écrit J-E d'un côté, N-O-U-S de l'autre. Il ne faut pas faire des jeux, des égos égotiques, aussi talentueux soient-ils, et il ne faut pas faire du nous un nous étouffant, interdisant toute possibilité d'imagination, d'innovation. Et donc, il faut en permanence trouver le bon équilibre entre le jeu et le nous, l'individuel et le collectif, et mobiliser les gens sur quelque chose qui, comme ça a été dit par Madame Collin, permet à la fois de se concentrer ici et maintenant pour sortir en vie de la tempête, tout en ayant un rêve, un projet, quelque chose qui va nous guider et qui va nous permettre de regarder l'horizon, même si les vagues nous le cachent régulièrement. Quand on est en haut de la vague, on voit l'horizon. Quand on est en bas, on ne le voit pas. Et bien, chaque fois qu'on le voit en se disant bientôt, la tempête se calmera,
et la ligne d'horizon nous permettra de continuer notre route. Et plus on aura appris à vivre et à travailler ensemble, à bien équilibrer les jeux, les nous, à co-construire ensemble la vision, plus on sera un équipage, c'est un mot-clé dans la marine, et les équipages qui gagnent, qui réussissent, qui tiennent la distance pendant 7, 8, 9 mois de mission loin de leur port base, ce sont ceux qui ont ces 6 balises comme repère. Merci de votre attention. J'espère que ça aura été un bol d'air pour vous. Merci beaucoup pour cette prise de parole passionnante, inspirante. Alors, il y a quelques questions, donc on va vous en poser quelques-unes tout de suite, mais j'invite tous les participants à continuer à en poser si vous en avez d'autres. On a une petite dizaine de minutes pour échanger avec vous. Célia, je te laisse poser la première question à Monsieur Lajous. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on a quelques questions. Je vais commencer avec la première qui vous était adressée. Donc, à un moment où le travail à distance est devenu un petit peu la règle, certains agents ont le sentiment de perdre le sens de leur travail. Dans ces circonstances, comment est-ce que on peut les rassurer sur le fait que leur rôle est essentiel afin de ne pas ajouter en fait le désengagement à l'incertitude? Oui, absolument. C'est vrai que euh, euh, le fait de se retrouver tout seul à télétravailler chez soi peut assez vite laisser penser que s'interroger sur à quoi on sert. Et c'est là que les managers ont un rôle essentiel. C'est comment on met en place des rituels pour prendre des nouvelles régulières les uns des autres, maintenir la machine à café d'une certaine façon, pour prendre une image, sans être intrusif, mais et sans que ça apparaisse comme une surveillance ou un contrôle par manque de confiance, mais bien comment on utilise ça pour tenir le lien. Et donc, moi, je pense qu'une façon de ne jamais laisser quelqu'un s'enfermer dans une bulle au point de croire qu'il n'est plus utile ou de s'interroger, c'est de créer ces nouvelles façons de faire lien en utilisant les outils du numérique. J'ai connu un temps, moi je suis entré dans la marine au milieu des années 70, j'étais tout jeune, et à l'époque il n'y avait ni Internet ni rien de tout ça, et donc on était complètement coupés. Nous, on était en isolement de nos familles. On vivait dans l'équipage, on travaillait dans l'équipage, mais on passait 5, 6 semaines en mer avant de pouvoir arriver dans un port à l'étranger, trouver un téléphone quelque part et prendre des nouvelles de la famille avec des décalages énormes. Aujourd'hui, grâce à Internet, les marins peuvent être en contact avec leur famille et c'est compliqué finalement, tout aussi compliqué presque parce qu'ils sont dans des mondes différents, des rythmes différents, parfois des horaires, le plus souvent d'ailleurs des horaires différents. Et donc, c'est comment, malgré cette distance, ces écarts, on garde un lien. Eh bien, c'est on se parle tranquillement, on échange, on dit bah tiens, en ce moment je vis ça, et toi, et voilà, on échange, mais on ne laisse jamais quelqu'un durablement tout seul derrière son ordinateur. Donc on crée les rituels en fonction de la culture, de l'organisation dans laquelle on est, pour se donner des petits rendez-vous réguliers et prendre des nouvelles les uns des autres. Et c'est, moi j'avais une formule, souvent je commençais par dire dis-moi, dis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Dis-moi. On ouvre la porte. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup pour cette réponse. On a beaucoup de merci dans le chat, je tiens à le préciser pour cette intervention. Et on a également une autre question. Vous avez parlé tout à l'heure de la différence entre ne pas juger, analyser. Et on avait un participant qui souhaitait que vous détailliez un petit peu plus cette distinction entre les termes juger et analyser. En fait, analyser, c'est faire la part des choses, prendre des faits, regarder et chercher à être le plus objectif possible en se libérant autant qu'on le peut, et c'est jamais facile, de sa conception par éducation, par formation, par tout ce qu'on veut, par culture, du regard qu'on porte sur un certain nombre de choses. D'où l'importance de la diversité, parce que plus il y a des gens différents, plus on est obligé de sortir de sa zone de confort ou de son seul regard, et on est souvent, dans un premier temps, désorienté, étonné, parfois agacé ou parfois émerveillé par la différence de l'autre. Nous, les marins, on est souvent amenés à aller dans d'autres pays, à rencontrer d'autres cultures, à travailler avec d'autres personnes.
à s'occuper de gens qui sont dans des situations terribles. Et quand on récupère des réfugiés à la sortie de Beyrouth ou d'Aden, ou qu'on ramasse des migrants en mer dans des conditions parfois terribles, ou qu'on arrête des pirates somaliens ou de l'autre côté africain. Bref, on est confronté à des cultures différentes, des regards différents. Et plus on échange avec eux, plus on se rend compte que finalement, la richesse des regards permet de beaucoup mieux voir que si on s'enferme dans son regard. Et c'est pour ça que je dis, il faut à la fois être capable d'accueillir, d'observer, de regarder autour de nous, d'analyser les choses, mais surtout de ne pas juger trop vite. Ensuite, c'est vrai qu'il faudra décider, et de la même façon qu'un manager devra évaluer les gens de son équipe pour identifier dans cette équipe celles et ceux qui vont pouvoir porter un projet quand d'autres devront être mis plutôt de côté pour qu'ils se ressourcent, ou à qui il faudra proposer des formations pour qu'ils se mettent au niveau d'un projet. Tout ça, c'est la responsabilité du décideur. Et évaluer des gens, ça ne veut pas dire les juger, c'est être capable de poser avec eux très tranquillement les plus et les moins, les forces et les faiblesses, les envies. Et ça, on pourrait en parler très longtemps. Il ne suffit pas d'une GPEC très technique, il faut vraiment rencontrer les gens et voir avec eux à la fois où sont leurs envies, leurs appétences, leurs compétences. Je dis bien envie, appétence, compétences. Et puis de l'autre, à partir de résultats obtenus dans certains domaines, comment on peut les orienter pour qu'ils soient le mieux possible mis au service de l'organisation. Et en même temps, eux s'épanouissent et se réalisent là-dedans. Et donc, pour moi, ce n'est pas du tout antinomique. Ne pas juger, c'est vraiment ce que je mets derrière cette formule, volontairement un peu forte, et cette belle phrase de Camus que j'ai citée, c'est « je m'interdis d'avoir des a priori parce que la personne est petite, grande, a une couleur de peau, etc. etc. » Parce que malheureusement, inconsciemment, on peut être très vite tenté, on peut être dérangé par un accent, une façon de s'habiller, une taille, etc. Il faut vraiment apprendre, travailler pour se débarrasser de ça. Et malheureusement, dans nos sociétés, trop souvent, dès l'école, dès le plus jeune âge, il y a ces repères. Et il faut du courage, de la volonté pour ne pas se laisser piéger dans ces jugements-là. Parfait, merci encore. On a une participante qui reprenait un petit peu votre analogie avec la mer et qui demandait en cas de tempête, quand la tempête a envahi l'équipe, donc c'est-à-dire quand la panique et l'incertitude ont pris le dessus, quels conseils vous donneriez pour apaiser les équipes, les agents Ouais. C'est la petite clé, ça n'est qu'une clé, hein, mais j'ai eu à l'utiliser dans certains moments où il y avait énormément de tensions. On avait eu des missions avec beaucoup des choses très dures, et donc il y avait vraiment des gens qui perdaient pied. Et dans ces cas-là, il faut tout de suite les ramener à des choses très simples. C'est ce que j'ai appelé se concentrer. Pour éviter qu'ils partent en vrille, en sucette, on peut mettre ce qu'on veut, enfin qu'ils partent en panique, une façon, c'est de les ramener à des choses très très simples. Ici et maintenant, il faut qu'on fasse ça. Des psychiatres vous diront que c'est ce qu'on fait dans certains cas avec des gens qui sont vraiment partis dans un délire quasi paranoïaque. On les concentre sur un point de couture, sur quelque chose, pour que l'esprit se referme sur quelque chose et arrête de partir dans des frayeurs qui s'auto-alimentent elles-mêmes. Hein, on a une capacité à s'inventer des histoires de façon incroyable. Il y avait du temps des Incas et des Mayas un peuple qu'on appelle les Toltecs. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont lu ce livre qui est sorti il y a un peu moins de 10 ans, qui est ressorti, et qui s'appelle Les 4 accords Toltecs. Les Toltecs, qui étaient des Amérindiens vivant au sud du Mexique, avaient une culture communautaire très forte. Ils avaient 4 règles. La première, c'est que ta parole soit impeccable. Donc, toujours faire attention à employer les mots justes et à ne pas employer les mots blessants pour ne pas créer de l'émotion inutilement, de la colère inutile. Donc, bien travailler son langage. Parler sincèrement, simplement, en faisant attention à ne pas blesser, parce que la parole est un glaive. 2, ne te raconte pas l'histoire à l'avance. Très souvent, nous, on a tendance à croire que tout va mal se passer, on se fait des films incroyables. La plupart du temps, ce sont plutôt des films, hélas, négatifs, au lieu d'être des films heureux. Il y a parfois des gens qui rêvent ou qui pensent très heureux et ils sont très utiles dans une équipe.
Ce n'est pas forcément des naïfs ou des misoulours. Et donc, ne fais pas l'histoire à l'avance. Ne pense pas à la place de l'autre, demande-lui ce qu'il pense. C'est mieux que d'interpréter parce qu'il a telle ou telle réaction, son visage a bougé de telle façon. Non, j'interprète pas, dis-moi. Et puis, ici et maintenant, fais de ton mieux. Et plus c'est secoué ici et maintenant, plus c'est sur des choses très simples qui vont garantir la sécurité, qu'en concentrant son esprit, on évite la panique. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions, malheureusement, qu'on n'aura pas le temps de traiter parce qu'on a un vaste panel d'intervenants qui va intervenir. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Célia le notait, il y a eu énormément de remerciements aussi dans le chat pour votre intervention. Et donc, j'invite tous les participants qui souhaitent approfondir d'aller lire vos ouvrages et vos différentes interventions que vous avez pu réaliser par ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Lajous. Merci à vous et bel après-midi, bon séminaire et au plaisir de vous rencontrer en vrai un jour, je l'espère. Merci beaucoup.